Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou éviter le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage dans la barre YouTube en description. En description, vous avez aussi un lien vers tous mes réseaux, TikTok, Twitter, Discord, Instagram. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir doucement mais sûrement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et maintenant on va commencer. On commence comme on commence chaque mes lectures depuis maintenant 3 semaines avec un des mangas qui était dans le coffret Bizarre Aventure de Hirohiko Araki. J'ai fait Magical BT, j'ai fait Gorge de Sirène. On attaque le troisième bouquin qui est le plus gros, qui fait un peu plus de 350 pages, il en fait 360, 370. Donc c'est Bao qui est donc la deuxième série de Hirohiko Araki, le papa de Jojo Bizarre Adventure. Donc il avait fait Magical BT donc en 82, donc qui était le premier bouquin dont j'ai parlé. Après il a fait quelques one-shots dont Gorgeous Sirène. Et ensuite il a fait Bao, qu'il a fait fin 84 à début 85, si je dis pas de bêtises. La date c'est à la fin, c'est marqué, est-ce que j'ai... Non, on fait ça en live. Volume 45 de 1984 à volume 11 de 1985, donc soit donc, fin 84, début 85. Donc Bao, ceux qui connaissent pas, donc comme j'ai dit, c'est la deuxième série de Hirohiko Araki, qu'il a fait un petit peu avant, un petit peu après Magical BT et un tout petit peu avant Jojo Bizarre Adventure. Ceux qui avaient le jeu sur PS3, Jojo Bizarre Adventure, qui va ressortir sur PS5, Xbox, Switch, etc., qui s'appelait All Star Battle. C'était l'un des personnages jouables en plus. Alors je sais plus si c'était un DLC ou si c'était de base jouable. Et donc c'était Bao, donc qui était donc une petite surprise pour les fans de Araki. Moi je connaissais un petit peu de loin. Je sais qu'il y a eu un OAV Bao qui est sorti dans les années 90 que j'ai dû voir un épisode une fois et c'est tout. Donc Bao je connaissais pas plus que ça. Et c'est vraiment super sympa. Alors ça a pas trop mal vieilli en termes d'histoire. Franchement c'est super prenant. Par contre il y a toujours un petit défaut, c'est quand on connaît en fait Hirohiko Araki, c'est que Araki maintenant il est connu pour Jojo, pour les stands, etc. Donc c'est le mec qui a 15 000 idées, qui a un combat, les méchants ont des pouvoirs capillotractés et le héros va essayer de s'en sortir. Et le truc avec Bao, c'est que c'est très vite limité avec le délire de transformation de Bao. Et on sent que l'auteur, il avait des idées, il a pu les mettre, mais au bout d'un moment il savait plus trop comment faire évoluer Bao avec ses pouvoirs, parce qu'au bout d'un moment, sinon ça devait devenir un petit peu Cards dans Jojo Bizarre Adventure, il peut tout faire et n'importe quoi, c'est pas intéressant. Et au bout d'un moment, le personnage allait devenir une sorte de comment on appelle ça, Garissou, invincible, et donc il allait sortir à chaque fois un nouveau pouvoir, et c'est pas intéressant, en tout cas je pense pour Araki. Et donc c'est pour ça qu'après il a fait Jojo avec le Hamon, où il y avait plus de variété, après il a fait des stands où il y a encore plus de variété, et donc c'était une évolution logique. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on a lu Gorgeous Sirène, on sent une sorte de filiation, parce que Gorgeous Sirène, il y avait ce délire où la jeune fille se transformait en Gorgeous Sirène. Donc là, c'est le délire où tu as le héros qui devient Bao, qui devient cette créature. Même l'apparence de Bao rappelait un petit peu les Hommes du Pilier, avec cette apparence un peu étrange, le masque, enfin le visage un petit peu étrange, ça rappelle un peu le masque des vampires. Donc franchement, c'est super cool. Visuellement, on est un peu loin des caractéristiques propres de Araki, qu'il avait dans Phantom Blood, à savoir les personnages tout musclés à la Ken le Survivant, enfin Okuto no Ken. Donc franchement, des trois que j'ai lus pour l'instant, c'est celui que j'ai le plus kiffé, parce que on n'est pas enfin, c'est le Araki avant Phantom Blood, mais je trouve que le trait est plus intéressant, je trouve moins Okuto no Ken, l'histoire est cool, et un peu plus aboutie que Magical BT, où tu sentais le côté un petit peu vite redondant des histoires. Gojo Siren, c'était sympathique, mais c'était que des one-shots. Là, vraiment, c'est super intéressant. Après, est-ce que juste acheter un coffret juste pour Bao à 50 balles, ça fait un petit peu cher. S'ils étaient sortis, je pense, indépendamment, bon, je les aurais tous pris pour la culture, mais vraiment, Bao, pour l'instant, c'est vraiment le meilleur titre de ce coffret, et de loin. On parle maintenant de Manchuria Opium Squad tome 3. Donc dans le tome 2, il y avait le délire avec les Mongols qui faisaient du trafic. À la fin, on partait dans une sorte de petite histoire avec, comment elle s'appelle, Li Yaoli, donc qui était une chinoise qui se fait passer pour une japonaise qui fait du cinéma. Et donc les héros a essayé de la sauver. Sauf que pas de chance, l'air recherché par les assassins du... C'est marqué ce jeu, Queen Bang, King Bang, donc qui est la mafia locale. Et donc, tu sens quand même que le manga est monté d'un cran dans la violence avec ça, parce que les assassins du King Bang,
c'est pas des enfants de cœur. Déjà, c'est des assassins, mais surtout, quand ils arrivent, ils sortent une aiguille, ils disent: «Tu vas me dire la vérité, sinon je te plante une aiguille dans l'œil», et tu te dis: «Ouais, c'est rien», mais en fait, ça a l'air de faire hyper mal, et rien que le fait qu'ils plantent une aiguille dans l'œil, en plein de l'œil d'un mec, voilà, moi, ce truc-là, je suis pas fan, ça me fait, ah, je suis pas bien. Tous ces trucs-là on touche aux yeux, je trouve ça ignoble. Et on sent que le manga est monté d'un cran dans la violence avec ces assassins. Le fait que, jusqu'à présent, ils faisaient leurs petits trucs dans leur petit coin, dans leur quartier, dans leur comme il y a le corner, the corner aux États-Unis, le petit coin du quartier. Là, maintenant, ils sont face au King Bang, donc la mafia de la Mandchourie. Ça rigole pas. Les mecs, ils sont bien vénères. Là, maintenant, ils vont faire face, entre guillemets, au cartel, hein, si on peut dire ça comme ça. La mafia, donc c'est beaucoup plus dangereux. Ils arrivent à s'en sortir, mais tu sens qu'à la fin du tome, ils ont commencé à glisser dans un grenage inarrêtable de montée de violence, la mafia, les King Bang, la politique, et ça va faire que être de pire en pire, je pense, pour eux. Là, ils sont rentrés dans un engrenage de la mafia où ils pouvaient que y rentrer, mais là, ils sont rentrés dedans maintenant, et ça va être de pire en pire. Je pense que là, les prochains tomes vont être bien violents. Et je ne l'ai pas dit, mais troisième tome, c'est pour moi toujours la meilleure nouveauté de cette année 2022. Clairement, de loin, c'est vraiment le truc que je prends le plus de plaisir à lire à chaque fois que ça sort. Ensuite, on parle de Genesis, tome 2, un tome que j'ai beaucoup plus aimé que le premier tome, parce que le premier tome, en fait, il plaçait un petit peu le contexte, le délire, le côté, c'est 7 étudiants qui font une recherche, qui vont dans une grotte, ils se réveillent, il y a tremblement de terre, et bam, ils sont à l'Antiquité, enfin, avant l'Antiquité, c'est l'époque des premiers Homo sapiens, des hommes de Néandertal, et donc voilà, on mettait un peu dans le contexte, on savait pas trop encore où est-ce qu'on était, et là, dans ce tome-là, on est plus dans de la survie, avec le fait que il faut qu'ils commencent à chasser pour se nourrir. Il y a un passage où ils tuent un phacochère qui est aussi gros qu'un hippopotame, en plus qui est vénère. Ils lui lancent plein de lances, le truc il est encore en vie, c'est un peu le bordel. Et en plus de ça, il y a les hommes de Néandertal qu'on avait un tout petit peu vu dans le tome 1, mais ça y est, ils sont là et ils traquent un peu nos héros parce qu'ils c'est des bons chasseurs, donc ils ont repéré les traces de pas, ils les ont suivis jusqu'à leur grotte, et donc petite confrontation entre les 7 étudiants et des hommes primitifs qui sont endurcis et qui veulent tuer. Et j'ai bien aimé quand Elia essaie de les, pas de les courser, mais essaie de les semer, il le traque, et il y a un petit affrontement qui m'a rappelé un petit peu Holy Land, dans la manière de se battre, où il dit ouais, il faut que j'attaque le plus faible, etc. Il essaie de les séparer. Ça m'a rappelé un petit peu Holy Land et le héros qui avait cette vision-là quand il se battait contre des gens. Et comme je disais, autant le tome 1, c'était bien, mais je voulais en voir plus. Autant là, le deuxième tome est bien plus intéressant, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer avec le personnage qu'on voit en couverture, donc qui apparaît à la fin du tome, et que le héros sauve. Est-ce que il va la sauver et finalement il va perdre ses potes, parce que je me demande si ses potes vont survivre longtemps sans lui. Vu qu'ils n'ont pas l'air très débrouillards, on verra dans le tome 3, en tout cas, vraiment, ça aussi, un très bon titre. Le tome 2 est beaucoup plus intéressant que le tome 1. Maintenant, on va parler d'un manga qui est dans ma palle depuis un petit moment et que j'ai pris le temps de lire en entier. C'est Le Pavillon des Hommes. Alors, j'ai pris le tome 1, mais j'ai tous les tomes, j'ai tout lu. C'est vraiment génial. Alors, je connaissais un peu le speech de loin, donc pour raconter grossièrement, on est au Japon au début du XVIIe siècle, donc c'est l'époque où le shogun Tokugawa a pris le pouvoir, enfin, il dirige le pays. Et en fait, il y a une épidémie qui s'appelle la variole du Tengu, et en fait, ce que ça fait, c'est que toute la population masculine est décimée, il ne reste plus qu'un homme pour 4 femmes, et donc dans ces conditions-là, la succession ne fait plus du shogun à son fils, donc patrilinéaire, mais matrilinéaire, ce qui fait que c'est sa fille qui hérite, et en fait on va suivre l'évolution du Japon dans cette uchronie où c'est les femmes qui dirigent, et en fait on va voir les daimyo qui étaient avant des hommes à devenir des femmes, parce que il n'y a plus assez d'hommes pour hériter des titres héréditaires de nobles, etc. Et c'est super intéressant parce que il y a un petit côté cours d'histoire où on t'explique un petit peu les lignées Tokugawa, tiens, il a pas eu d'enfant, donc c'est son cousin, parce que c'était le frère, etc. Donc c'est tous ces délires un petit peu, pas patrilinéaires, mais c'est un terme de tradition où c'est en gros, il y a une seule personne qui hérite de tous les titres. On t'explique ça, il y a tous les délires de la cour, etc., les complots, il y a un petit délire un petit peu Game of Thrones avec ces complots-là, et c'est super intéressant, t'as à la fois l'impression de lire un cours d'histoire, avec le côté, voilà, il y a les mesures qui sont prises, genre, il n'y a plus assez d'hommes, qu'est-ce qu'on doit faire pour remonter la population, on a plus assez de pognon, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., on ferme économiquement le pays, pourquoi les raisons, on les rouvre, pourquoi les raisons, la religion, etc., il y a vraiment tout ce côté cours d'histoire où on t'explique un petit peu l'histoire du Japon sous le règne de Tokugawa, mais avec ce prisme uchronique de c'est les femmes qui règnent.
Et en même temps, bah, quand la population masculine revient, il y a aussi des petites histoires politiques qui sont hyper intéressantes, mais j'en dirai pas plus. Et à côté de ça, il y a vraiment ces intrigues de cour, parce que tout se passe au niveau du harem de la shogun. Et il y a ces intrigues de j'envoie mon fils chez la shogun pour que le prochain shogun soit peut-être la fille de mon fils et de la shogun, pour qu'il y ait plus ou moins une sorte de... Voilà, que moi qui suis le seigneur de daimyo de Hokkaido, ben, le prochain shogun il soit de ma lignée. Et un délire un petit peu comme ça, c'est super intéressant, surtout que bah, vu que maintenant le shogun est une femme, ben, il peut y avoir qu'un enfant à la fois, ce qui fait que ça resserre un petit peu l'étau sur les prises de position des daimyo par rapport au shogun, là où avant, bah, t'envoyais ta fille, bah, le shogun il enfantait, et au bout d'un moment tu dis bon bah voilà, il a fait 4 gosses en même temps, et puis basta. Là il y en a un à la fois, et c'est un peu plus compliqué, et je trouve ça super intéressant, surtout qu'il y a de la primogéniture, c'est le mot que je cherchais, c'est le premier enfant qui hérite de tout. Donc il faut vraiment que tu essayes de placer vite ton pion pour que ça soit le premier à mettre un enfant dans le polichinelle, un polichinelle dans le tiroir de la shogun. Je trouve ça génial. C'est hyper grossier ce que j'ai dit, mais voilà, je trouve ça génial. 19 tomes à lire, je trouve ça génial. Un peu verbeux, mais vraiment super bien. J'ai profité de la sortie du dernier tome pour prendre les 4 tomes de Ban le Bouzeux aux éditions Omake Manga. Donc c'est un petit manga. Alors on me l'avait vendu comme un Furio, et en fait c'est pas un Furio, c'est limite de l'underground, mais en fait on m'a mal vendu le bouquin. En fait, on m'a dit c'est l'histoire d'un mec, son père il est Premier ministre, il est ministre de l'Agriculture, et en fait dans son passé c'était une racaille, et je me suis dit ah ok, on va nous faire une comparaison entre le monde politique et les gangs, les furios, etc. Et en fait pas du tout, en fait Ban le Bouzeux c'est un autre personnage qui va rencontrer au début du tome 1, donc ce fameux ministre de l'Agriculture, et après on va voir les origines de Ban, mais étant gamin. Donc en fait il n'y a même pas ce délire fouillot, parce qu'en fait tout ce qui se passe autour de Ban, il a 8 ans. Donc c'est même pour moi même pas un Furio. Limite underground parce qu'il y a un délire de Yakuza, etc. C'est sympa, c'est bien dessiné, mais l'histoire est pas folle, clairement. Je m'attendais à mieux. Le seul truc qui m'a fait craquer pour le manga, c'est que je trouve que les couvertures, notamment celle-ci, il y avait un petit délire Hokuto no Ken avec ce personnage blond qui a vraiment une tête, on dirait un méchant, on dirait, comment il s'appelle? Le mec qui se fait passer pour Toki, je sais plus son nom, excusez-moi, dans Hokuto no Ken, il a vraiment cette dégaine qui fait un peu peur. Je crois que c'est Jaggi, non, Jaggi c'est le frère de Kenshiro. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Peut-être que je le mettrai ici si je m'en souviens. Mais voilà, Ban le Bouzeux, c'est bien, mais c'est pas un indispensable. Voilà, c'est une bonne histoire, en 4 tomes, ça fait le café. Mais en fait, c'est surtout que bah, entre comment on me l'a vendu et comment je l'ai lu, ben il y avait un gap et c'était un peu en mode ah mais en fait on m'a dit que de la merde, et ça m'a un petit peu déçu. Ensuite, on parle de Neko Kappa aux éditions Imacho. C'est bizarre, voilà. Je sais pas comment définir ce manga. C'est très particulier. Alors, c'est un one-shot. J'ai commencé à lire ça sur Manga.io. 6 €. Je me suis dit, tiens, il m'a toujours fait de l'œil ce manga. Je vais en profiter. Je vais lire le début pour voir si ça me plaît ou pas. C'était trop bizarre et je me suis dit, tiens, je vais le prendre parce que j'ai pas envie que dans 2-3 ans, il soit introuvable ou à prix à 400 € le tome. Donc je me suis dit, je vais le prendre. Je vais finir le lire en format physique, en format papier, comme disent les jeunes. Euh, et alors l'histoire, c'est qu'on va suivre le Neko Kappa, donc qui est un démon, censé être un démon, mi-kappa, ni Neko, donc ni chat. Et en fait, il déambule dans notre monde. Il y a beaucoup de passages où tu le vois juste marcher dans des décors qui font très... comment ça s'appelle, Gekiga. Vraiment, ça me rappelle un petit peu ces vieux mangas Gekiga, dans le trait un petit peu très gras, très appuyé. Et il déambule dans le décor, des fois il discute avec des gens, mais c'est trop bizarre, c'est chelou. C'est un truc à lire absolument pour vous déstabiliser. De toute façon, c'est un peu ces mangas qu'il y a chez Manga.io, chez Imacho, où il y a des vrais partis pris artistiques, des vrais mangas qui sont différents, qui vont vous bousculer un petit peu, et je pense qu'ils peuvent vous faire du bien, parce que le fait d'être bousculé, ça va vous sortir de votre zone de confort. Et c'est le genre de manga où je sais pas trop comment dire. C'est comme Shintaro Kago chez Imacho, où c'est trop bizarre, c'est what the fuck, et je peux pas dire que j'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai détesté, c'est bizarre, tellement c'est particulier, et que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de manga, ça me bouscule, et ça fait du bien de temps en temps de sortir un petit peu de sa zone de confort, de pas juste lire des mangas de baston, des mangas comédie romantique. Là, c'est vraiment particulier, donc je peux même pas dire si je surkiffe, c'est pas que j'ai pas surkiffé, j'ai pas détesté, c'est dans l'entre-deux et c'est particulier. Tout ce que je peux dire, c'est donnez-vous une chance, lisez le manga au moins sur Manga.io avant d'acheter le manga. Peut-être que ça a été testé, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un truc à lire.
clairement c'est un truc à lire. Ensuite, on parle de Fairy Tail, édition intégrale, donc c'est le 15e tome, donc dans quelques temps je vais recevoir le tome 16 et 17 qui devrait marquer la fin de l'île Tenro, parce que j'ai souvenir que l'île Tenro c'était un arc qui était très très long, et là, en fait, dans ce tome-là, on a l'arrivée des 7 frères du Purgatoire qu'on a en couverture, qui affrontent les différents membres de Fairy Tail qui sont sur l'île, notamment des personnages qui n'ont pas trop brillé jusqu'à présent. Je pense à Mirai Jane, je pense à Kana, je pense à Rebi, je pense aux mecs qui étaient dans le groupe de le Reijin, là, les 3 mecs qui sont avec Luxus. Donc on a vu un tout petit peu, mais sans plus. Donc là, ils vont avoir des combats contre les 7 frères du Purgatoire. On a Elfman contre le mec qui ressemble à un Furio, la caisse à banane. On a Lucie qui affronte, en plus Léo, qui affronte Caprico. On a Juvia qui affronte la gamine qui est ici. Lui, il affronte Lucie. Et lui, il affronte, qui est donc le God Slayer du feu, qui affronte le Dragon Slayer du feu. Elle qui affronte Grey, qui est donc censée être la fille de Houl, si je me souviens bien. Désolé, je spoil la suite. Donc là, c'est un enchaînement de combats contre les 7 frères du Purgatoire qui maîtrisent des magies oubliées, interdites, etc. Vraiment cool, les combats sont bien. J'ai adoré le début, quand t'as le petit flashback où tu vois Makarov qui hérite du 3e titre, enfin du titre de 3e maître de Fairy Tail, et que il affronte le maître de Grimoire Hertz, Hades, et qu'à la fin on lui explique que le maître de Grimoire Hertz, c'est le maître de Makarov, hein, le précédent maître de Fairy Tail, donc qui est plus ou moins sous-maître, hein, entre guillemets, vu qu'il a été le maître de la guilde quand Makarov n'était pas encore maître. Et en plus, quand on connaît Fairy Tail Zero, on connaît un peu plus son origin story. Et vraiment cool. L'île Tenro, pour l'instant, j'ai pas trop de reproches comparé à la saga des Exit qui était infernale. J'en pouvais plus. Là, je prends du plaisir et j'attends avec impatience la suite. Sachant qu'ils ont encore au moins 3-4 frères à affronter du Purgatoire, plus le mec qu'on utilise à la fin du tome, qui est donc le vice-commandant, plus le combat contre Hades, le retour d'un certain personnage qu'on voit dans ce tome-là. En fait, quand je repense à ce qui va arriver, je pète un câble déjà, j'ai hâte de lire ça. Après avoir lu Search and Destroy, après avoir lu Detsuko, après avoir lu Soil, et après avoir commencé Bambi, j'ai pris Atomic Strip, qui est donc, entre guillemets, le dernier titre que j'avais pas de Atsushi Kaneko. Je dis entre guillemets parce qu'il reste encore Wet Moon, mais vu que le tome 2 est introuvable, j'ai pas envie de commencer un manga et d'avoir un trou en plein milieu, sachant qu'il n'y a que 3 tomes, et s'il y a une réédition, j'ai pas envie d'avoir un tome 2 d'une nouvelle édition qui va peut-être jurer avec le tome 1 et le tome 3 de la précédente édition. Je sais pas si vous me suivez. Donc, Atomic Strip, j'ai failli dire Atomic Girl, je sais pas pourquoi, c'est un recueil de nouvelles de Atsushi Kaneko qui est divisé en 2 parties. Il y a une partie qui s'appelle Tattoo, où en fait, c'est un recueil de plein d'histoires que l'auteur a écrit qui font 4-5 pages à tout casser, qu'il a écrit dans un magazine qui était annuel autour de l'été, et donc c'est un rapport avec les tatouages. À chaque fois, c'est une petite histoire qui fait 4 pages, où tu comprends pas forcément tout ce qui se passe, c'est vraiment tellement rapide en fait, c'est limite, c'est un petit peu ces petites histoires à la fin d'un magazine qui font 4 bulles et que tu comprends que dalle, tu rigoles juste un petit peu, c'est un peu ça, tu sais pas trop de comprendre, tu savoures un peu le dessin. Après, on a des histoires que l'auteur a écrit plus ou moins avant et après Bambi, parce qu'il y a des histoires qui datent d'avant, un petit peu avant Bambi, qui sont vraiment cool. Il y en a qui sont en couleur ou monochrome, qui sont orange et noir. Il y en a une qui a une sorte d'effet un petit peu flouté, où en fait il y a une superposition de couches, où tu as le noir et en dessous tu as une sorte de petit effet grisé, ce qui donne un petit effet de relief à la page. C'est vraiment cool, c'est sympa. On a toujours le style aussi particulier de Atsushi Kaneko. Clairement, si vous êtes en train de devenir fan de l'auteur comme moi, après avoir lu Bambi, après avoir découvert Search and Destroy, et après Detsuko, que je recommande, qui est vraiment bien, ça c'est vraiment un très bon titre. Il y a plein de petites idées qu'a l'auteur, il y a des trucs on sent que c'est un peu genre le prototype pour telle ou telle œuvre. Notamment, il y a une histoire qui m'a fait beaucoup penser à comment ça s'appelle, à Detsuko. Mais voilà, Atomic Strip, moi j'ai bien aimé, c'est vraiment une bonne petite découverte que je conseille. Maintenant, on va parler de BD et de comics, et on commence avec Kang le Conquérant. Donc c'est une petite histoire chez Panini Comics, qui donc c'est 5 numéros aux États-Unis, donc qui ont été condensés en un seul album. C'est par Kelly Lansing et Magno. Et donc en fait, de ce que j'ai compris en lisant la préface, c'est que comme Kang le Conquérant est apparu dans le MCU avec la série Loki, désolé du spoil hein, pour ceux qui n'ont pas vu la série, Marvel s'est dit on va expliquer c'est qui Kang aux gens qui connaissent pas. Et moi qui connais
Kang de loin, je sais juste que c'est un mec qui voyage dans les dimensions et c'est tout, et qui a 15 000 versions de lui où c'est soit un conquérant, soit un héros, mais c'est voilà, il change un petit peu de facette en fonction du multiverse. Et donc dans cette histoire, on va suivre sa première version, donc lui quand il a 17-18 ans, qui s'appelle encore Nathaniel Richards, qui vit au 31e siècle, c'est marqué au dos. En fait, il va rencontrer un double de lui, qui va l'entraîner pour devenir un jour un Kang le Conquérant. Et après, on va suivre toute l'histoire de Kang à travers les différents runs du MCU, enfin de Marvel, où genre c'est un pharaon, il a d'autres noms, etc. Et en fait, on va donc suivre de manière chronologique sur sa vie. Et après, il y a un délire qui fait très Nolan. Alors, je spoil, c'est qu'en fait, il va rencontrer une version de lui, il va l'affronter, le méchant va disparaître, et après, en fait, on va suivre le parcours de Nathaniel, où il va retourner dans le passé, et en fait, il va devenir le mec qu'il a affronté. Et ça 2-3 fois. Et en fait, à la fin, il y a un délire où, en fait, il y a une boucle où, en fait, le Kang qu'il a rencontré au début de l'histoire, c'est lui, vieux, qui vient s'aider lui-même jeune. Je trouve ça génial. Et en fait, il y a tout un délire de paradoxe temporel où il veut tomber amoureux d'une personne, et en fait, il a essayé de plus ou moins créer l'amour, etc. C'est génial. Si le Kang le Conquérant qu'on va avoir dans la phase 4 du MCU est aussi intéressant que celui qui est dans ce comics, je pense que les gens ils vont kiffer. Bon, je pense qu'il sera pas comme ça. Il sera peut-être beaucoup plus MCU, beaucoup plus blague, etc. Mais en tout cas, là, j'avoue que le délire autour de ce personnage est super intéressant. J'ai beaucoup aimé ce délire où, voilà, il y a des boucles temporelles, où il y a des paradoxes, où il se croise lui-même, et en fait, c'est avec 2 ou 3 ans de décalage, et il sait qu'il va se faire battre, mais il se fait quand même battre, où il dit « Oui, je serai pas comme le précédent », mais en fait, il devient exactement comme le précédent. Et c'est trop drôle. Je trouvais ça super bien. Ça m'a vraiment fait beaucoup penser à certaines œuvres de Christopher Nolan, notamment toutes ces histoires, clairement Tenet, c'est un petit peu dans ce délire-là. Bon, Tenet, c'est beaucoup plus, on retourne dans le passé, etc. Mais voilà, si vous avez aimé ce délire de Tenet où tu comprends, tu as l'autre point de vue 1 heure après dans le film, c'est un petit peu la même chose dans ce Kang le Conquérant. Ensuite, j'ai pris Les 4 Fantastiques, ou Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Alors, c'est une histoire en 6 numéros sortie en 2021 aux États-Unis, qui est donc, entre guillemets, la suite un autre run qui s'appelle Spider-Man, l'histoire d'une vie. Et en fait, le principe, c'était que on suivait sur 6 numéros Spider-Man sur 6 décennies. En fait, on commençait dans les années 60, où Spider-Man, Peter Parker, a 20 ans. À la fin du chapitre, 10 ans plus tard, on est dans les années 70, et donc Spider-Man a 30 ans. Chapitre suivant, années 80, Spider-Man a 40 ans, et on finit dans les années 2020, où Spider-Man, il a 60 ans, il a 70 ans, 70 ans, il est vieux, fatigué, il veut prendre sa retraite, et en même temps, t'as tous les runs les plus importants de Marvel qui se sont déroulés. Genre, il y a eu le délire où il a rencontré Venom, le délire où il s'est fait tuer par Kraven, le délire où il y a eu la Civil War. Sauf que, il a pas à chaque fois 20 ans. Il vieillit. Et c'est super intéressant, c'est que quand il y a la Civil War, Spider-Man, il a pas 20 ans comme dans la vraie Civil War. Il a 70 ans. Il est vieux et fatigué. Et tous les autres personnages du MCU, c'est pareil. Genre, Iron Man, dans ce run-là, il avait fait la guerre du Vietnam. Il était hyper raciste. Pareil pour Captain America. C'est des trucs un petit peu comme ça. C'était super cool. Et donc, on a ce run-là, donc il a la même chose, sauf que cette fois, c'est les Fantastic Four, les 4 Fantastiques, donc où ils se sont transformés dans les années 60, jusqu'au début 2020, donc c'est censé fêter les 60 ans du groupe, et donc c'est pareil, sauf qu'il y a un défaut dans l'œuvre, c'est que je trouve le côté implication dans les grands événements Marvel moins impactant. Il y a vraiment, on suit plus une autre histoire, j'en parlerai juste après, il y a moins ce côté, on parle de la Civil War, on parle de la Secret Wars, on parle de ceci, de cela, c'est pas trop mis en avant, genre par exemple la première rencontre avec Spider-Man, c'est pas montré, la rencontre avec les X-Men, c'est pas montré, etc. Alors que les Fantastic Four, c'est un peu eux qui ont rencontré quasiment tous les grands méchants et grands super-héros de l'univers Marvel. Ils ont rencontré Spider-Man avant qu'il devienne un super-héros indépendant dans sa propre histoire. Pareil pour Namor, pareil pour les Avengers, pareil pour les X-Men de ce que je sais. Et là, il n'y a pas trop ça, ce qui est un petit peu dommage. Ils auraient été bien montrés comme étant les précurseurs, ce qui n'est pas le cas. Et un autre truc qui est hyper intéressant, par contre, il y a un truc qui est hyper intéressant, plutôt, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a tout un délire où quand ils récupèrent leur pouvoir, Red Richards, Monsieur Fantastique, il voit Galactus, et de ce que j'ai compris, et même moi, en lisant et après en cherchant sur Internet, c'est que Galactus est censé être une métaphore du réchauffement climatique. Il y a tout un délire où Red Richards, il dit « ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver », tout le monde dit « mais tu dis des conneries, ça arrivera dans 10 ans, etc. » Et en fait, Red Richards, il sait qu'il va se passer un truc de ouf, qui va changer l'univers, qui va changer la face de la Terre. Tout le monde se fout de sa gueule, et c'est un petit peu comme si Red Richards était un écologiste qui dit « Attention, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça, sinon la Terre elle va mourir. » Et tout le monde dit « Oh, tu dis que des conneries, le gouvernement il a raison, on va tirer des missiles nucléaires, on s'en fout, etc. » Et j'ai trouvé ça super intéressant, ce sous-texte écologique, mais par contre c'est vrai que le côté
retracer l'histoire des 4 Fantastiques sur 60 ans d'histoire, j'ai trouvé ça moins intéressant que Spider-Man. Voilà, c'est juste mon avis. J'espère qu'ils feront ça pour Iron Man, Captain America, au moins les personnages les plus emblématiques. J'aimerais bien voir au moins Captain America et Iron Man, peut-être les X-Men. J'espère qu'ils vont continuer à faire des runs comme ça. Et voilà, mais en tout cas, j'ai bien aimé vraiment un bon comics. Moi qui connais pas plus que c'est les 4 Fantastiques, j'avoue que j'en sors pas avec plein d'informations. L'histoire est bien, mais c'est vrai que par rapport à Spider-Man, où il y avait ces délires, comme je dis, Kraven, Venom, etc., t'en sortais avec pas mal d'informations et de connaissances par rapport à Spider-Man. Dans celui-là, un petit peu moins. Maintenant, on parle de Donjon. Alors, c'est une nouvelle BD de Donjon Monster qui est censée se passer en moins 25 après le premier donjon, moins 24 avant le premier donjon. Et en fait, on va suivre des personnages qu'on a déjà vus dans les tomes 4-5, je crois. En fait, ça, c'est censé être la femme de Marvin, le dragon rouge, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est censé être le fils du nécromancien. Et les deux autres, je les connais pas, mais je crois qu'ils sont apparus, parce qu'en fait, c'est un petit peu les origines du village des magiciens qu'on a dans le tome 4-5, je dis pas de bêtises, peut-être le 6. De ce qu'on m'a dit, cet album-là, il va être très important pour la suite. Alors, il y a un délire où ils invoquent un démon du feu qui était dans le magma, etc. Peut-être qu'il va réapparaître par la suite. En tout cas, c'est un bon album pour expliquer un petit peu qui sont ces 4 personnages-là. Notamment celui-ci, qui a disparu, qu'on n'a pas revu. En fait, on l'a vu dans un flashback, pas dans un flashback, dans l'histoire Potrominé. On découvre que c'est le fils donc du vautour et d'un cochon. En plus, tu dis, ouais, mon fils, tu es à moitié un cochon, arrête d'être raciste avec les cochons. Et on le revoit pas du tout dans la suite, Zénith ou Crépuscule. Donc, est-ce qu'il va devenir important pour la suite de Zénith? Je ne sais pas. En tout cas, l'album est sympathique. J'adore le titre, Les Poupoutes Papillonneurs. Je trouve ça génial. Mais voilà, l'album est sympathique, mais là, j'avoue que pour l'instant, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré des Monsters. Peut-être que par la suite, si le démon qu'on voit dedans ou les personnages qui apparaissent dans ce tome-là deviennent importants pour Zenith, je vais changer d'avis, mais en tout cas, c'était juste sympathique de voir au moins ces 2 personnages-là que je connaissais, les voir plus jeunes, être un peu insouciants. Voilà, Donjon Monster, toujours un petit kiff à lire. On parle maintenant du Chat du Rabbin, le 9e tome, La Reine de Shabbat, donc de Johann Sfar. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Frankenstein de Junji Ito, Johann Sfar, l'auteur de cette BD et qui a écrit Donjon, dont j'ai parlé juste à l'instant, il a fait la préface de ce tome-là, voilà, juste pour vous dire. Donc, le Chat du Rabbin, le 9e tome, La Reine de Shabbat, un peu déçu, en fait, parce que quand j'ai vu le résumé du tome, quand j'ai vu la couverture, je pensais qu'on allait avoir une sorte de tome origin story sur le chat, sur le rabbin, sur sa fille Zlabia. Et franchement, je pensais que ça allait être là-dessus, on allait vraiment être sur un délire un peu plus solennel, sur le deuil, etc. Ce qui est un peu le début du tome, mais en fait, c'est vraiment les 10-15 premières pages sur l'album qui en fait 70, et après on est sur une autre histoire autour de Zlavia, qui est sympathique, mais c'est vrai que je m'attendais vraiment à un truc un peu plus calme, un peu plus triste sur le fait que, comment ils ont recueilli le chat, pourquoi ils ont recueilli le chat, suite au décès de la maman et donc de la femme du rabbin. Et ça, c'est très vite éclipsé, et on part sur le Malka des Lions qui raconte une histoire autour de Zlabia, de sa copine, et le chat, etc., où Zlabia, elle n'était pas encore mariée, c'était avant le tome 1. Et voilà, c'est sympa, mais en fait, entre ce que je me suis imaginé en achetant le tome et ce que j'ai lu, encore une fois, comme je dis, il y a une différence, et je suis un peu déçu. J'aurais préféré peut-être un tome plus triste. C'est un peu horrible ce que je dis, mais voilà, on parle du deuil. Comme je dis, c'est un peu évoqué, mais pas autant que je l'espérais. C'est un peu dommage que l'auteur se soit un peu perdu. Alors, l'histoire est cool, hein, mais c'est vrai que quand tu vois la couverture, tu t'attends vraiment à un truc solennel, etc. Et finalement, on repart après sur du Chat du Rabbin plus classique, et un peu déçu par rapport à ça. Et on finit, comme d'habitude, avec du Astérix. Cette fois, c'est le numéro 20, Astérix en Corse. Et l'album est super bien parce que, en fait, ça commence, on dit, oui, c'est le énième anniversaire de la bataille de Gergovie. Je dis pas de bêtises, c'est Gergovie, ouais, c'est la victoire. Et en fait, pour fêter ça, les Gaulois, ils ramènent tous leurs potes. Et en fait, à tous les personnages qu'ils ont rencontrés dans différents albums, t'as genre les Ibériens, donc t'as Clouton et Soupe à l'oignon et Crouton et son fils et sa femme qui viennent, t'as les Bretons, t'as les mecs qui viennent, les Helvètes, etc., qui débarquent pour faire la fête. Et en même temps, t'as et une histoire qui répète un petit peu avec Astérix en Hispanie, où il y a encore un mec qui s'est fait enlever par un grand chef, qui s'est fait enlever par les Romains, qui ramène là où il ne faut pas ramener, là où il y a les irréductibles Gaulois. Et donc, les Gaulois, pour faire la fête, ils cassent la gueule à tous les Romains, ils libèrent le Corse et ils le ramènent chez lui.
Ça me rappelle un petit peu Astérix en Hispanie, c'est un petit peu dommage. Mais j'ai beaucoup aimé le début avec ce côté anniversaire où on te ramène tous les personnages un petit peu cultes de différents épisodes. Et comme c'est le numéro 20, je pense que c'était vraiment le côté anniversaire où on ramène tout le monde. Après, à côté de ça, j'ai beaucoup aimé tout le passage où ils sont en Corse, où il y a vraiment plein de petits clichés. Il y a tous les personnages qui ressemblent un petit peu à la tête du Corse, enfin le drapeau corse avec le bandeau derrière, ils ont tous un petit bandeau. Il y a des passages qui m'ont fait mourir de rire, qui me rappellent des films où t'as un Romain qui toque à la porte, il y a une femme qui ouvre, et son frère qui arrive fait qu'est-ce que t'as? D'où tu parles à ma soeur? Et il dit mais j'ai rien, quoi, t'aimes pas ma soeur? Il fait si, j'aime bien. Quoi, t'aimes ma soeur? Je vais te niquer. Après il dit toi, tu parles pas avec les Romains. Je trouve ça génial. Tout l'affrontement est très cool. Non, l'album est vraiment super bien. Juste que c'est dommage que le prétexte d'aller en Corse rappelle celui en Hispanie. Il y aurait pu avoir d'autres raisons pour aller en Corse. Là, c'est un petit peu dommage. Après, il faut dire qu'il n'y a pas 15 000 raisons pour partir dans un autre pays, mais c'est vrai que là, le fait de voir Soupe à l'oignon, et donc son fils, et qu'après, l'histoire, c'est exactement la même pour... on a enlevé un soldat. Alors, je crois que le prétexte, après, comment ils l'ont enlevé est différent. Il y a une histoire de trahison, mais c'est vrai qu'après, la finalité, c'est on a ramené un Corse chez les Gaulois, ils l'ont délivré, et ils le ramènent en Corse. Pareil, j'ai adoré tous les passages. Alors, désolé Corse, mais j'ai le moment où ils font les délires où les Corses ils sont un peu feignants, où il y a le mec qui dit oui, on fera ça, mais d'abord la sieste. Si je fais pas la sieste, je pourrais pas dormir ce soir. Je trouve ça génial. Non, vraiment un très bon album. Il y a aussi tous les délires où il kiffe le cochon, mais ça c'est trop bien. Il y a tous les délires aussi autour de l'île de beauté, forcément. Vraiment un bon album. Juste un peu dommage, comme je dis, que le prétexte d'aller en Corse soit le même qu'en Hispanie, et que en plus on a le personnage de l'Hispanie qui soit là. Ce qui fait double, on se rappelle, mais en même temps, les Bretons, c'était un petit peu le même prétexte qu'en Égypte, mais il y avait une différence, c'est que l'Égypte, il fallait construire une pyramide. Pour les Bretons, c'était pour défendre l'île. Mais voilà, il y aurait pu avoir peut-être une autre raison pour aller en Corse, mais bon, en soi, l'album, il est vraiment super bien. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, Discord, TikTok, Instagram. Et voilà, sur ce, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!